Si ça vous regarde, ça nous regarde. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre émission de société. On continue, on poursuit notre discussion entamée la semaine dernière sur l'adaptation et la prévention des dégâts dus aux conséquences climatiques et des dégâts de plus en plus fréquents et donc surtout de plus en plus importants. Dans les Vosges, nous sommes surtout confrontés à des inondations, des sécheresses et des feux de forêt. Dans d'autres régions s'ajoutent glissement de terrain et dilatation des sols. Où en est-on dans notre département? Quelles sont les urgences en matière de prévention, de secours et d'adaptation? Les adaptations, c'est ce dont on va surtout parler dans cette émission. Le rôle des assureurs aussi en matière de catastrophes naturelles. On évoque tout cela toujours avec vous, Dominique Andrès. Rebonjour, bonjour. Bonjour. Président du syndicat mixte Moselle, Larry Ouvrard, le directeur du SDIS des Vosges, Pierre Sylvestre, le maire sans étiquette de Montureux-sur-Saône et enfin Christophe Grosjean, assureur, président de l'association AGEA des Vosges. Larry Ouvrard, on rattaque avec vous toujours. Les pompiers, on parlait dans la première émission la semaine dernière des urgences, de la gestion des urgences, de nouveaux moyens matériels, etc. Quid de la prévention aujourd'hui? On va parler d'aménagement du territoire globalement. Quid de la prévention? Vous avez un rôle à jouer indéniablement au regard de votre expertise évidemment dans la gestion des inondations notamment. Oui, la prévention est importante, il faut toujours l'associer à la lutte. Et dans le département, il y a un terreau favorable parce que l'ensemble des services collaborent à cette prévention, que ce soit les services de l'État, les services des collectivités territoriales, les services d'incendie et de secours. Donc tous ces acteurs de la prévention collaborent de manière très étroite, de telle manière à ce que la prévention soit la plus adaptée, mais également qu'elle facilite la lutte pour les sapeurs-pompiers. Est-ce que vous sentez une ère nouvelle, une organisation nouvelle, une prise en compte nouvelle? Évidemment, là, on va parler d'aménagement du territoire, de digues, de travaux, etc. Vous êtes de plus en plus associé à tout cela? Oui, on sent bien qu'il y a une dynamique avec la récurrence de ces phénomènes climatiques parfois violents. Et donc on sent qu'il y a vraiment une prise de conscience qu'à un moment donné, la prévention fait partie de cette action incontournable pour permettre de limiter les dégâts de ces phénomènes climatiques. Pierre Sylvestre, quid de votre côté du niveau de Montureux-sur-Saône avec la Saône? Donc, vous nous l'avez dit la semaine dernière, 16 inondations en un an, un chiffre record. Alors, des inondations peut-être moins importantes que des gros phénomènes, mais 16 inondations quand même. Énormément de travail toutefois sur les rivières, les cours d'eau, les fameux travaux d'embâcle. Voilà, donc effectivement, l'eau, on n'arrêtera jamais, mais on peut lui donner les moyens de s'écouler un peu plus rapidement que la normale. C'est-à-dire qu'il faut déjà limiter tout ce qui est embâcle, et ça, Dieu sait si ils sont nombreux aujourd'hui, puisque en son temps, les propriétaires de terrains qui bordent la Saône étaient censés, obligés même de couper ces arbres-là qui sont périssants et qui tombent dans la Saône. Et puis aujourd'hui, c'est plus le cas puisque plus personne ne le fait. Donc on l'a pris, nous, en compte au titre de l'intercommunalité, puisque c'est l'intercommunalité aussi qui a cette compétence d'entretien des cours d'eau et dans le cadre de GEMAPI, de la gestion des risques d'inondation. GEMAPI, qui veut dire exactement gestion des milieux aquatiques et des préventions risques inondation. Voilà. Un mot, je pense, dont on va entendre de plus en plus parler, GEMAPI. Donc on a une taxe, bien sûr, qui s'applique à chacun d'entre nous. Sur notre territoire, elle est de l'ordre de 5,20 € par foyer. Voilà. Les petits ruisseaux font des grandes rivières et ainsi on peut se permettre, avec ces moyens et ces recours, d'établir et de faire des travaux. Et c'est ce qu'on a fait depuis 2020 au titre de l'intercommunalité, sur un grand tronçon de la Saône. Comme des Vosges, côté sud-ouest. Je pense. Donc on a éliminé tous ces embâcles. Et franchement, ça a donné vraiment un effet immédiat, quoi. On voit maintenant des écoulements. On n'a pas on a toujours des crues. L'eau, elle sortira toujours de son lit, mais elle s'évacue beaucoup plus rapidement. Et pourtant, il y a ce dispositif GEMAPI, mais pourtant, ce n'est pas une compétence, une obligation, ne serait-ce que parce que quand on est propriétaire d'un terrain qui va jusqu'en bord de rivière, on est propriétaire jusqu'au milieu de la rivière. Ça devrait être aux propriétaires, vous l'avez dit, aux privés, aux particuliers de faire ça. Mais là, pour le coup, la collectivité se substitue à ceux qui ne font pas ce qu'ils ont à faire. C'est comme dans tout et chacun, on a des droits, mais on a aussi des devoirs.
Donc si on est propriétaire de la rivière d'un côté et de l'autre, on est propriétaire de l'ensemble de la rivière. Si on est propriétaire que d'un côté, on est propriétaire effectivement jusqu'au milieu de la zone. Donc on se doit, normalement, en tant que propriétaire, d'évacuer tout ce qui gêne et tout ce qui peut gêner. Bon, alors une époque, c'était utilisé parce que c'était du bois de chauffage, donc qui servait. Aujourd'hui, les propriétaires ne le font plus, ou très peu. Dominique Andrès, c'est une véritable problématique, ces barrages naturels dus à des chutes d'arbres sur les cours d'eau. Alors pas sur la Moselle, mais sur les affluents de la Moselle qui peuvent engendrer des débordements par-ci par-là. Ah, tout à fait. L'action de notre syndicat, d'ailleurs, se fait essentiellement, pour dire la totalité, sur le terrain d'autrui. On n'intervient jamais chez nous. On intervient toujours sur des domaines privés ou des collectivités. Donc effectivement, le premier appel à faire, c'est que chaque riverain est responsable de ses berges et de la rivière jusqu'au milieu. On arrivera-t-on peut-être un jour à des obligations, voire à des sanctions ? Les obligations, elles y sont naturellement. Les sanctions, donc là, effectivement, c'est avant tout le rôle de l'État, voire aussi la police du maire. Donc je pense que pour l'instant, on est vraiment dans un rôle de sensibilisation, d'information, de dialogue. Pour tous les programmes que nous menons au niveau du syndicat, il y a avant tout beaucoup de concertation, de dialogue avec les riverains. Mais effectivement, le côté coercitif, on souhaite pouvoir aussi en disposer pour les cas bloquants. À Larry Ouvrard, passons d'un extrême à l'autre. Les feux de forêt, on n'en a pas parlé encore, évidemment. Les feux de forêt qui ont touché pour la première fois assez durement notre département en 2002. On va tout de suite voir les images de l'incendie. Le plus important, c'était du côté du Ménil, donc dans les Hauts-de-Vosges, au niveau du Tillot. Voilà, des choses... On a parlé inondation, on va parler l'été, des choses qu'on n'avait jamais vues l'été, des feux de forêt importants, de plus en plus précoces, bien sûr, sur notre département. Vous l'avez évoqué très rapidement la semaine dernière, quid de l'adaptation des moyens des sapeurs-pompiers pour les feux de forêt ? Oui, effectivement, les feux de forêt sont devenus prééminents dans le département. C'est une des conséquences visibles de ce réchauffement climatique, en tous les cas de ce dérèglement climatique. Les sapeurs-pompiers s'adaptent au même titre que les inondations. Depuis 2022, il y a un important programme de modernisation des moyens pour y faire face concernant le SDIS. On va doubler d'ici 2026 notre capacité d'intervention en matière de risque feu de forêt. La doubler. Grosso modo, on va passer de 12 véhicules jusqu'à présent, jusqu'en 2022, à 24 en 2026. Ah oui. Donc grâce à l'aide du conseil départemental, de l'État et sur les fonds propres du SDIS. Mais également, cette modernisation s'accompagne de la formation de nos personnels, parce que c'est un pan très important pour ce type d'opération de secours. Donc on a multiplié par 4 nos formations en matière de risque feu de forêt sur le département. C'est aussi de nouveaux moyens en matière de drones, avec une capacité d'observation qui nous permet de bien engager nos moyens là où il y en a besoin en matière de risque feu de forêt, d'autant plus dans notre département, avec le relief qui est quand même par moments assez escarpé, donc il faut qu'on intervienne avec le juste moyen. Et puis enfin, avec l'aide également de l'État et du conseil départemental, l'armement d'un pélicandrome sur l'aéroport d'Épinal-Mirecourt, qui va permettre pour tout le quart nord-est du département, de la France, voire même dans certains autres pays européens, d'avoir cette capacité d'avitaillement des avions bombardiers d'eau. Alors voilà, je vais dire, dans le détail, pélicandrome, c'est le principe ? Alors le principe, c'est une piste d'atterrissage et des moyens d'avitaillement des avions bombardiers d'eau, que ça soit en eau ou en produits retardants, qui nous permet, pour ce dernier, d'infléchir la progression du feu pour permettre aux moyens au sol d'intervenir en toute sécurité. En termes de prévention et, j'ai envie de dire, d'obligation peut-être des particuliers à faire des travaux, à entretenir des forêts, etc., on en est où ? Ça aussi, ça va arriver indéniablement. Oui, indéniablement, on a une faculté dans le département et un avantage, c'est qu'on est dans cette phase d'anticipation comparativement à d'autres départements, et notamment des départements du sud de la France, qui eux ont fait cette phase-là au même moment où ils étaient confrontés à ce type d'incendie. Donc c'est beaucoup plus délicat et c'est beaucoup plus difficile. On a dans le département, comme je le disais tout à l'heure, à votre précédente émission plutôt, concernant les inondations, on a ce terreau favorable entre tous les services qui collaborent ensemble pour que cette prévention soit la plus
efficace possible. Donc il y a un certain nombre d'actions qui sont engagées, notamment une étude de sensibilité de nos massifs au risque d'incendie de forêt, pour vraiment avoir un classement de nos massifs et donc avoir une vraie anticipation sur les moyens à mettre sur les massifs les plus exposés. Et également une autre étude qui est en cours sur l'accessibilité de nos massifs, parce que pour intervenir, il faut que nos camions puissent accéder, puissent intervenir, soit en matière d'accès, mais également en matière de défense extérieure contre l'incendie, c'est-à-dire des ressources en eau. Et donc tout cela est fait en étroite collaboration avec l'ensemble des services, que ce soit les services de l'État, la DDT, mais également les communes forestières, le Centre national de la propriété forestière privée, l'ONF et le SDIS. Donc tous ces acteurs-là, et j'en oublie bien d'autres, tous ces acteurs-là œuvrent tous les jours pour que cette prévention soit au service de la lutte. Larry Ouvrard, merci beaucoup. Vous avez des impératifs. Je vous libère. Merci beaucoup. Merci de votre participation à ces 2 émissions. On se retrouve très prochainement sur le terrain. Nous, on continue à parler avec nos autres invités d'inondations et pourquoi pas de feux de forêt si on a encore le temps. On regarde tout de suite, si vous voulez bien, un reportage sur les travaux. Merci beaucoup, Larry Ouvrard. On regarde un reportage sur des travaux au niveau de Mirecourt, donc sur le Madon, des travaux menés pour endiguer bien sûr le Madon, pour réduire les conséquences de crues du Madon. C'était au printemps dernier. En cas de crue centenale du Madon, c'est-à-dire un débordement qui se produit en moyenne tous les 100 ans, 1600 personnes et 100 emplois seraient impactés. Après plusieurs années d'études, le choix s'est porté sur une ZRDC, zone de ralentissement dynamique de crue. On crée un ouvrage de génie civil, donc on voit les pales planches qui sont battues à l'arrière, et donc le cours d'eau, le futur cours d'eau va s'écouler entre ces pales planches, où sera érigé un ouvrage en béton armé pour permettre de calibrer le débit de sortie de l'ouvrage. Et en période de crue, donc lorsque le cours d'eau va vouloir s'étendre, on va contraindre son écoulement et limiter le débit qui va sortir à l'aval. Et tout le débit qui ne peut pas passer par l'ouvrage sera stocké à l'arrière par le remblai. On est sur un ouvrage quand même qui est important, on va stocker 1,2 million de mètres cubes pour la crue centenale. En période d'étiage, le Madon s'écoulera normalement. Avec ces aménagements, l'objectif est de diminuer l'aléa inondation sur les communes situées en aval. Voilà, des travaux qui sont en cours de finition du côté donc, de Mirecourt, en amont de Mirecourt. Pierre Sylvestre, l'élu que vous êtes, c'est des sommes considérables là, pour ce qui est de cette digue donc, en amont de Mirecourt. On est sur 3,6 millions d'euros. Voilà, il va y avoir une mobilisation de moyens. Il doit y avoir une mobilisation de moyens assez incroyable quand on parle de travaux comme ça pour gérer les crues. Je pense qu'ils ont été réfléchis et pensés, donc si c'est fait, c'est que ça doit être fait. Mais à notre niveau, on n'en est pas là, quoi. Comme je disais tout à l'heure, déjà donner de l'espace dans le lit de la Saône, dans le lit de la rivière, de façon à ce que c'est s'écouler normalement. Ensuite, quand elle déborde, il faut lui donner aussi de l'espace. Donc il faut surtout aussi lui donner de l'espace dans sa vallée. Et dans ces vallées, jusqu'aujourd'hui, malheureusement, on a eu tendance des fois à les réduire. C'est-à-dire qu'il y a eu la mode où on a planté des peupliers, par exemple, dans ces vallées. Automatiquement, c'est des freins. Le jour où l'eau arrive, elle est freinée par ces arbres, ces peupliers. On a eu aussi la mode des sapins de Noël, où ces prairies étaient plantées en sapins de Noël. Le sapin de Noël, des fois, arrive un moment où il passe au sapin autre que du Noël, quoi. Et fatalement, c'est encore là des espaces qui retiennent et qui freinent les écoulements des eaux quand il y a une crue. Donc, par exemple, à Montureux, on a fait le choix, là récemment, de racheter 3 hectares que l'on va... C'était une ancienne sapinière donc, qui a été rasée, coupée à blanc, et donc on va laisser cet espace-là pour donner à l'eau le moyen de se positionner quand il y a une crue, quoi. Et ça pourra permettre aussi d'avoir des mares, ça pourra permettre aussi d'avoir un peu de biodiversité, où peut-être des batraciens pourront y venir frayer, ou des poissons, des frayères à poissons qui pourront se faire aussi. C'est un espace qui va être destiné et dédié donc à la biodiversité. Il y aura double effet, en fait. Un coût de tout cela pour... Non, c'est des coûts très modestes. Ah, des coûts modestes. Oui, là, on reste dans des coûts très modestes, à notre niveau. Quoi, Dominique Andrès, quid le secteur dont vous vous occupez je vous rappelle, vous êtes le président donc, du syndicat mixte Moselle-Amont, grosso modo toute la Moselle et ses affluents. L'idée, un syndicat qui est tout récent, je ne l'ai pas encore précisé, c'était il y a 2 ans, il est né il y a 2 ans. Il y avait déjà eu des travaux préalables faits sur cette thématique évidemment de l'eau, des inondations, etc. Mais l'idée déjà c'est de quoi ? De cartographier les digues existantes et de les préserver.
effectivement, nous n'avons pas l'antériorité de ce que vous avez vu précédemment, qui est réalisé par l'EPTB Meurthe-Mâdon. Nous, donc effectivement un syndicat tout jeune, et au niveau de la prévention des inondations, sur tout notre territoire, on en est quasiment au balbutiement. On a vraiment entrepris effectivement la première démarche qui a été d'expertiser un certain nombre d'ouvrages pour savoir s'ils étaient en capacité de protéger contre les inondations. Donc, quand vous dites ouvrage, on est sur des digues, alors digues naturelles ou artificielles? Alors, il y a des digues qui existaient précédemment, et puis il y a des ouvrages qui sont, par exemple, les routes départementales ou nationales, le canal des Vosges. Voilà. Donc, on est en cours d'expertise. On a déjà classé 2 systèmes d'endiguement, un système d'endiguement pour protéger les pades de Bussan, et un autre système d'endiguement sur le secteur de Saulsures. Mais on a évoqué à Saulsures ce qui s'est passé en novembre dernier avec les inondations. Ce système d'endiguement n'aurait pas été efficace dans la mesure où ces inondations avaient été produites par un affluent de la Moselotte. Donc pareil, énormément encore d'expertise sur le terrain à faire et donc de travaux à venir? Alors des travaux sur ces digues, déjà dès lors qu'on a choisi de classer une digue, une fois que l'État a pris l'arrêté, on a déjà l'entretien, et ça, l'entretien c'est permanent et ça a un coût, c'est 35 € le mètre linéaire. Quand on cumule tout, ça fait quand même des grosses sommes. Et puis derrière, des travaux potentiels pour améliorer la protection. Alors améliorer la protection, ça veut dire que si l'ouvrage au départ protège contre les crues décennales, donc qui se reproduisent tous les 10 ans, on peut faire le choix de le porter à une protection des crues de trentenaire, par exemple. Okay. Mais effectivement, ça représente un coût important, et c'est pour ça qu'on doit vraiment anticiper et faire de la prospective. Alors, on a parlé de grosses catastrophes. Christophe Grosjean, on va parler des phénomènes de catastrophes naturelles, parce qu'évidemment, là, ça rentre en jeu, notamment dans l'indemnisation des sinistres. Quid, rappelez-nous le fonctionnement des catastrophes naturelles. Vous nous en avez parlé très rapidement la semaine dernière. Attention, il y a des histoires de délai, etc. Mais voilà, quel est l'état d'esprit à avoir quand on est victime de sinistres dus à des grosses intempéries? Voilà, alors il y a deux choses particulières. Les tempêtes, c'est, je vais dire en base, dans les contrats, si on parle à un particulier, dans les contrats multirisques habitation, la tempête, c'est en base. Après, vous avez certains dommages qui sont ressortissants de la garantie catastrophe naturelle. Et ça, ce sont des fonds particuliers. Tous les contrats d'assurance supportent une surprime catastrophe naturelle. Et, qui abonde un fonds national géré par une structure contrôlée par l'État, la Caisse centrale de réassurance. Et effectivement, lorsqu'un événement climatique cause des dommages et est classé en catastrophe naturelle, les assureurs vont chercher dans ces fonds-là pour indemniser les assurés. Alors, petite actu à propos de ce fonds, vous me le disiez, ce fonds national est exsangue aujourd'hui. Oui, tout à fait. Il est en déficit depuis 2015. Les réserves sont presque totalement entamées, et je ne voudrais pas être le porteur de mauvaises nouvelles, mais il est acté depuis 1 an d'ailleurs, qu'au 1er janvier 2025, cette surprime catastrophe naturelle, qui sur un contrat multirisque habitation aujourd'hui, est à hauteur de 12% de la prime globale, va passer à 20%. C'est-à-dire, ne serait-ce que pour abonder ce fonds national catastrophe naturelle dans lequel toutes les compagnies d'assurance puisent, il va augmenter de 8% au 1er janvier prochain. Ça, c'est juste pour le fonds. Mais il y a aussi une augmentation de vos coûts de fonctionnement à vous, assureurs. Oui, en tout cas de la sinistralité, parce que pendant longtemps, quand on pensait assurance multirisque, on pensait au risque d'incendie, et c'était effectivement pendant très longtemps les sinistres principaux. Aujourd'hui, ça y est, tous les sinistres, on va dire, d'aléas climatiques, CatNat ou non, mais liés aux aléas climatiques, deviennent la sinistralité la plus importante. Voilà. Et en particulier les tempêtes et les inondations. Donc c'est une augmentation énorme, et effectivement ça pose même un souci à la profession, c'est que l'autorité de contrôle, pareil, qui émane de la Banque de France, prévoit un triplement des primes d'assurance sur les multirisques habitation et professionnels. À quelle échéance dans les 25 ans à venir.
dans les 25 ans à venir. Ouais. Donc Donc dans 20-25 ans, on risque de payer 3 fois plus nos cotisations d'assurance annuelles. Hors coût d'inflation en plus. Hein. Voilà. Donc ça pose de gros soucis, c'est que certaines personnes ne vont plus pouvoir s'assurer. On entend parler de conducteurs qui ne sont pas assurés pour conduire. Est-ce qu'on n'a jamais vu de personnes qui n'étaient pas assurées pour leur maison? Ça peut arriver? Oui, alors d'autant plus que c'est strictement interdit par la loi pour la conduite automobile, mais à part si l'on est locataire, un propriétaire n'est pas obligé d'assurer sa maison. Ça représente quand même la plus grosse partie, très souvent la plus grosse partie du patrimoine des personnes. Donc ça serait extrêmement dangereux de ne pas trouver des solutions. Donc on parlait tout à l'heure d'obligations. Il y aura des obligations, il y aura des incitations, c'est obligatoire. Aujourd'hui, l'État a beaucoup fait, les collectivités territoriales ont beaucoup fait, continuent à faire. Honnêtement, en termes de prévention, le particulier ou le professionnel ou l'assuré, on va dire, est un peu le maillon faible. Et il va falloir effectivement, peut-être en termes d'assurance, mettre en place des incitations pour les gens qui investiraient dans la prévention, peut-être amoindrir ou supprimer la franchise catastrophe naturelle, qui est quand même importante, elle est à 380 €. C'est une franchise légale, ce n'est pas une franchise contractuelle. Le législateur au niveau national, et on finira là-dessus sur l'aspect administratif, réglementaire, le Sénat, le 29 octobre dernier, ont adopté une proposition de loi visant à réformer le régime d'indemnisation des catastrophes naturelles et le fait, ça c'est plus important, le fait qu'il y ait un prêt à taux zéro, une sorte de nouveau prêt à taux zéro pour financer des travaux qui inclurait cet aspect adaptation au changement climatique et surtout au risque climatique. Tout à fait, ça fait partie des incitations, ça me semble une très bonne chose. C'est bien d'avoir un prêt à taux zéro pour accéder à la propriété, mais si on pouvait utiliser ces prêts-là pour mettre en place des réparations et de la prévention, ça me semble un très bon outil. Il y a un autre point aussi qui est en débat, qui est aujourd'hui, et là à la charge des assureurs. Il y a dans le Code des assurances une chose qui me semble un petit peu aberrante, qui est que pour être indemnisé en reconstruction à neuf, il faut reconstruire au même endroit. Et ça peut être aberrant. Donc il faut changer aussi cette loi-là et dire non, on ne peut pas reconstruire à cet endroit-là, c'est trop risqué. Il faut que l'assureur accepte qu'il y ait une reconstruction à une autre adresse. Une petite prospective, un souhait pas négligeable, évidemment. Allez, dernière échange, si vous voulez bien, sur l'adaptabilité, sur l'aménagement du territoire. Pierre Sylvestre, maire de Montueux-sur-Saône, vous nous avez parlé de la préservation, du dégagement de zones humides, etc., pour permettre à l'eau de s'écouler convenablement, mais se pose la question donc de l'aménagement du territoire, des zones constructibles, etc. Là, aujourd'hui, indéniablement, il y a cette fameuse ZAN, donc zone non constructible en cours d'application. Mais voilà, aujourd'hui, on va un petit peu au-delà de cette problématique. Il y a la problématique biodiversité, mais il y a aussi la problématique risque face à des dégâts. Sur notre commune, on a un PLUI. Dans ce PLUI, donc, il y avait déjà plan local d'urbanisme. Voilà. Et puis, il y avait déjà des zones qui avaient été classées en PPRI, ce qu'on appelle donc inondables. Donc déjà, sur toutes ces zones-là, il est interdit de construire. Voilà, ça c'est clair et net. Et puis, effectivement, il faut limiter l'urbanisation dans ces zones à risque, quoi, parce que même si elles ne sont pas classées en PPRI, elles peuvent, à un moment donné, peut-être être inondables, malgré tout. Donc, on a quand même dans des territoires comme les nôtres, des vallées, mais on a aussi des espaces où on peut construire sans risque, quoi, hein. On a aussi des collines qui bordent le village et on n'est pas obligé de construire toujours dans les creux, quoi. Dominique Andrès, sur le territoire de la Moselle, voilà, en plus vous êtes, je répète, adjoint au maire en charge de la transition écologique et du développement durable. Voilà, le moins construire et optimiser l'espace et reverdir l'espace, notamment pour absorber l'eau et les inondations, les précipitations. Ce qu'il faut, c'est absolument ralentir l'écoulement des eaux. Donc, un sujet important, par exemple, c'est les zones humides. Donc là, au niveau le syndicat Moselle-Amont lance une étude sur l'ensemble du territoire, de son territoire,
pour inventorier et par la suite préserver, restaurer les zones humides, et aussi pour avoir une meilleure connaissance, notamment de destination des collectivités, dans le cadre par exemple de leur plan local d'urbanisme, de manière à préserver ces zones humides ou à les restaurer. C'est vraiment un côté essentiel. Il faut désimperméabiliser, retenir l'eau, et puis là où on peut, végétaliser, et puis là où on peut, offrir aux rivières des zones d'expansion de manière à ce que les crues se fassent là où il n'y a personne. Messieurs, merci beaucoup. Pierre Sylvestre, un dernier mot peut-être ? Juste revenir un instant sur donc, la prévention concernant les incendies. Ouais. Donc, nous avons donc, sur notre commune 750 hectares de forêt dans lesquels on a beaucoup de chemins d'accès pour la gestion et puis l'exploitation de la forêt. Mais ces chemins d'accès aujourd'hui deviennent parfois des autoroutes, et notamment à la période du mois de mai quand c'est la cueillette du muguet. Donc on imagine très fortement aujourd'hui, malheureusement, de limiter, voire de fermer ces accès aux véhicules parce que c'est trop dangereux en pleine période d'été. On a même vu déjà des voitures incendiées au milieu de la forêt, quoi. Indéniablement, des évolutions réglementaires, d'organisation administrative qui vont devoir s'adapter aussi. Malheureusement, ça sera toujours au détriment, mais le promeneur peut toujours y aller se promener à pied. Un promeneur, c'est fait pour aller se promener à pied, non pas en voiture. Oui. Merci beaucoup. Affaire à suivre. Ou en vélo pour Dominique Andrade. Ou en vélo, voilà. Ou à vélo, pardon. Ou à cheval. Ou à cheval. Allez, merci à tous les trois de votre participation à cette émission. Plein de choses à dire. Évidemment, des actus à suivre en matière de prévention et d'adaptation aux risques climatiques et aux dégâts éventuels. On a parlé des inondations, des feux de forêt. Je remercie encore Larry Ouvrard, donc le directeur du SDIS des Vosges, les sapeurs-pompiers des Vosges, qui était avec nous également sur ces deux émissions. Messieurs, bonne continuation. Merci à vous. Merci, bonne journée. Merci à vous de votre attention. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission.